Quelques instants d'attention suffisent à saisir que pour le papillon, voler est tout le contraire de s'éparpiller ou folâtrer, et quelques supplémentaires de réflexion à comprendre que cette acception de papillonner est due à la jalousie envers un être dont l'existence ignore tout du hasard et dont la fin naturelle correspond à l'acmé de l'évolution. Que ce soit la rage qu'évoque son rouge vernissé, rapport à la bouche qui l'anime de son piquant, ou l'appétit bisexuel, sa forme de pénis canin, d'une manière ou de l'autre le piment, avant que la sénescence le flétrisse, a tout le temps d'illustrer une persistance dans l'affect qui fait défaut à l'humain. Sur le fond de feuillage filé dans l'épaisseur de la nuit, au bord de la chaussée vide, à une cadence paisible et imperturbable, exclusive de rythme, le poteau assure l'alternance de ces trois couleurs violentes, dont l'inutilité actuelle peut inspirer une sorte d'inquiétude, autant que la régularité, une façon de confiance, signalant ainsi les ressources de notre inventivité au regard et à la réflexion, le caractère imprévisible du destin de nos desseins. Circonscrite par les fientes d'oiseaux qui parsèment le banc, cette place, elle aussi, semble avoir été assignée par céleste décret. S'il symbolise l'éternité, le serpent, ce n'est pas qu'il se mord la queue ou change de peau, mais qu'il garde en lui la durée de son passage et, telle jeune fille innocente et jalouse de sa beauté inhumaine, emporte le mouvement, laissant à sa suite le déplacement commun. La vache. Ces deux gros miroirs sombres attirent irrésistiblement la question à quoi répond un long soupir placide, de sorte que le promeneur contemplatif sera tenté de reconnaître, non sans quelque ironie, à cet animal qui lui propose un diligent abrégé de notre univers mental, le caractère divin qui ailleurs lui est attribué, tandis que l'irréfléchi impatient abrégera le face-à-face d'une interjection par quoi elle sera indistinctement désignée et qualifiée. Une bourrasque. Une bourrasque. Une bourrasque. Délaissé par sa suite guerrière, le drapeau doit attendre du vent qu'il vienne le relever de son affaissement, de quoi l'ingrat profite incontinent pour y essuyer ses couleurs et battre des tambours anciens. Le bocal. À voir notre cerveau, on dirait plutôt que comme celui de l'agneau auquel il ressemble, il est bon à manger. À quoi, s'il pouvait s'exprimer, ainsi que font d'autres plus suggestifs et volubiles quant à leurs aptitudes, tels le cœur et les poumons, cet organe secret acquiescerait sans doute, étant discret au point d'ignorer, à l'instar de la main gauche la droite, les largesses inépuisables qu'hors de sa boîte en tant qu'esprit il dispense sans cesse. La cigarette, qu'il ait été esquivé ou dédoublé, le temps de la bouffer, on peut voir à la physionomie du fumeur que quelque chose a été gagné sur la durée. Les poissons. Si, excédés de l'incessante agitation inanimée de ces petits condamnés tout rouges et bêtes, incapables de se fixer entre ondoiement et frétillement, le regard oppressé, à la recherche d'une illustration plus vivifiante de l'existence, remonte à la surface, la chance lui sera peut-être donnée d'y demeurer absorbé dans le détachement étal de leurs réflexions. La boue. Tout en semblant hésiter entre la glaise et l'eau, elle tient ferme à sa consistance, où la marche s'embarrasse, moins que le langage, dans la contiguïté lexicale de l'ordure et du stupre,
et la langue dans la physique, sauf quand elle trouve moyen de les conjoindre. Le bronze. De son passé fluide et brûlant, il conserve une qualité qui incite la main à le ranimer d'une caresse que la pierre, à laquelle il a fini par ressembler, appelle moins volontiers, sinon pour les parties les plus lisses et glissantes de l'anatomie représentée. Le mouchoir. Déployé en voile ou voile, selon qu'on y cherche l'abri ou la fuite, et quelque fermement appliqué aux paupières, il est de peu de secours, ce plan carré, pour accomplir le passage salutaire du moral ou physique, à moins de le réduire à son sens propre en même temps que sa surface, pour le presser entre deux doigts contre les ailes du nez. La robe. Telle une phrase à peine bâtie d'avoir été hâtivement distraite du patron convenu de la grammaire et de la bienséance, c'est par le regard d'autrui qu'elle tient proprement au corps qui la porte, lequel, quant à lui, doit se satisfaire des ajustements du miroir. Le chapeau. C'est peut-être qu'il lui manque la tête, que livré à lui-même, il semble si bête, surtout atterré, attirant le mépris et suscitant le pied, à moins que le vent ne le lui vole et l'emporte au ciel planant et tournoyant comme une pensée. Le corbeau. Son élégance, quelque crâne qu'elle puisse sembler, est toute morale, qui consiste à préserver son apparence des images dont s'illustre son espèce. La moule. Accommodante et farce, une fois forcée sa cuirasse, elle la présente comme le moule où son petit corps aurait été préparé. La fille. Si les titres et qualités de la jeunesse peuvent être généreusement attribués sans contredit à l'esprit et au corps d'autres âges, c'est qu'elle-même n'a besoin que de sa peau pour s'incarner. Un gribouillis d'enfant. Je suis si petit qu'il m'est impossible de détourner le regard que s'échangent les choses. Je ne peux pas faire obstacle à la relation des choses entre elles, je ne peux pas me donner à voir à une seule chose, dresser mon apparence entre elle et les autres. Si je refusais à une chose l'utilité que j'ai d'être entre toutes le trait qui fait passer leur matière de l'une à l'autre, je serais en danger qu'elle se décharge sur moi de son irréversibilité, me fasse voir la face d'elle qui ne me